Salut et bienvenue sur Je suis comme toi, la chaîne YouTube d'une coach mais surtout d'une nana comme toi. Ici, on parle de tout mais surtout de la vraie vie. Alors c'est parti, on y va? Hello Aline, bienvenue sur le podcast. Je suis super ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Salut Alexandra, bah écoute, tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de notre échange. Oui, moi aussi, je suis vraiment. C'est marrant parce que je te disais en off que voilà, il y avait certaines femmes que j'accompagnais qui mettaient sur un piédestal certaines personnes. Je suis fait partie de ces personnes avec toi. Pour moi, tu es l'entrepreneuse qui réussit tout et et que je stresse d'interviewer et avec qui je suis trop contente de réaliser ce podcast. Donc, ça va être un super moment d'échange. Bah, écoute, je suis trop contente d'être avec toi aussi. Merci pour ça. Et puis t'inquiète pas, je vais te raconter toutes mes galères, comme ça tu vas te rendre compte qu'en fait, toi et moi, on est pareil, quoi. On a la même vie. Pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais et comment t'en es arrivé là aussi? Ça marche. Alors, en termes de présentation, si je dois être laser, j'ai pour habitude de dire que j'ai toujours trois casquettes. La première, c'est celle de coach business. Donc, mon métier, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à développer leur business, tout particulièrement ce que j'appelle, de manière très, avec beaucoup d'affection, les babypreneurs, donc qui viennent tout juste de se lancer sur comment est-ce qu'on fait en sorte que son activité fonctionne. Ma seconde casquette, c'est celle de fondatrice et dirigeante de The Bee Boost, qui est aujourd'hui ma société où on fait du coaching, de la formation, des séminaires en présentiel aussi. Et ma troisième casquette, c'est celle de podcasteuse, puisque comme toi, j'ai un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, que j'anime 2 fois par semaine et que j'adore. Et le parcours en deux, trois grands mots, avant, j'ai été freelance pendant 6 ans. Avant de faire ce métier-là, j'étais dans le domaine de la photo. J'ai toujours été passionnée par ça. Puis un jour, j'avais démarré un petit blog sur lequel je donnais mes conseils de freelance pour les auto-entrepreneurs, pour les autres freelance, mes collègues, etc. Et puis ce blog a décollé et j'ai eu l'opportunité folle d'en faire mon métier de coach business. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Trop intéressant. Et du coup, est-ce que tu fais encore un peu de photos ou plus du tout? Alors, pas du tout. J'avais même revendu tout mon matériel au début pour financer les débuts de The Bee Boost, un peu d'achat de matériel, de podcast, de choses comme ça. Mais pour la petite histoire, là, je suis en train de me tâter à racheter un appareil photo parce que j'ai des petites demandes à droite à gauche, genre, ah, tu pourras me faire des portraits, tu pourras faire ci. Donc, je dis, ce serait l'occasion de renouer un peu avec mes premiers amours. Ouais, parce que j'imagine que c'était une passion que tu as toujours finalement. Eh ben, c'était une passion, mais que. Alors, je sais pas si je l'ai toujours ou pas. J'ai Ouais. l'impression que non. Et j'ai Ok. l'impression que c'était une passion à un moment donné, puis qu'après qu'elle est partie, et parce qu'il y a eu une autre passion qui s'est déclenchée, celle de ce que je faisais avec The Bee Boost. Donc, Hmm. ça m'a pas manqué ces dernières années, en tout cas. Ok. Super intéressant de voir ton cheminement et de voir que finalement une passion peut évoluer aussi et ne reste pas forcément la même toute la vie, quoi. Exactement. D'où la question philosophique, est-ce que c'était vraiment une passion, tu vois? Totalement. Vous avez une heure. Du coup, si je t'ai invitée aujourd'hui, bah, c'est parce que j'ai remarqué que certaines femmes euh, mettaient, voilà, comme je disais au début du podcast, sur un piédestal les coachs, les personnes qui avaient beaucoup de followers sur les réseaux, les influenceuses, tout ça. Et donc, j'ai à cœur de montrer qu'en fait, on est toutes des êtres humains avant tout, des femmes, comme les auditrices, les personnes qui nous écoutent. Et pour ça, eh ben, je vais te demander si tu es partante de nous raconter un moment de vie, tes galères, quelque chose qui a été difficile pour toi et qui t'a challengé. Franchement, j'en ai plein, des moments comme ça, j'en ai plein. J'en ai que j'ai vécu au tout début, j'en ai que j'ai vécu récemment. Euh, Est-ce que tu me permets de détourner un peu ta question et de Ouais, rebondir sur toute la partie genre piédestal, etc. Parce ouais. que ça résonne beaucoup en moi quand je me suis lancée. Parce que vraiment, je suis partie de zéro. Moi, j'ai ouvert un compte Instagram, je suis partie de zéro. C'était en 2018. Et pareil, mais vraiment pareil, genre les gens qui avaient 30 000 abonnés sur Instagram, pour moi, c'était les Hmm. influenceurs, et puis tous les grands entrepreneurs que j'admirais, c'était les grands entrepreneurs. Enfin, j'avais l'impression que ces gens-là appartenaient presque à une autre espèce, quoi, qu'ils étaient Hmm. entre eux, qu'ils avaient une espèce d'aura, et il y avait à la fois cette admiration chez moi et cette envie de me dire un jour je serai pote avec eux, etc. Et en même temps un peu de jalousie de se dire mais comment ils ont fait, parce qu'au final, quand tu regardes leur travail, c'est de très grande qualité, mais c'est pas non plus. Enfin, il y a des gens qui font de l'aussi bonne qualité, mais qui sont moins connus. Enfin, Hmm. il y avait tous ces sentiments mélangés. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte, je me faisais la réflexion récemment, après 4 ans dans ce milieu-là, la plupart de ces gens que j'admirais beaucoup et que j'admire encore aujourd'hui, ça, c'est devenu des potes. Et donc, j'ai eu l'occasion de parler avec eux, de connecter, d'apprendre à connaître qui était l'être humain derrière l'entrepreneur ou Hmm. l'entrepreneuse. Et en fait, on se rend compte, c'est exactement comme tu dis, que c'est juste des gens, eux-mêmes, ils savent pas trop ce qu'ils font. Et en fait, Ouais. c'est des gens qui ont les pieds sur terre et c'est des gens qui sont hyper abordables et c'est des gens qui, quand on a l'occasion de leur parler, je te rends compte que
ils sont pas hautains, ils sont pas prétentieux, ils sont pas fermés, ils sont pas élitistes et tout. C'est juste des gens comme toi et moi. Simplement, la caractéristique de plus, c'est d'avoir un chiffre à 2 ou 3 chiffres sur leur compte Instagram en termes d'abonnés. Mais au final, même eux, tu vois que ça va rien dire pour eux, que Ouais, c'est vraiment des gens les êtres humains les ouais, plus basiques du monde, quoi. Donc, carrément. clairement. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que ça peut déjà résonner dans beaucoup, enfin chez beaucoup de femmes parce que je pense que ouais, on se fait toute cette réflexion à un moment donné et pour avoir échangé du coup avec des nanas, là, des coachs qui avaient, je sais pas, 68 000 abonnés, 100 000 abonnés et en fait tu te rends compte, bah pareil que elles sont comme toi et que quand tu échanges avec elles, elles sont pareilles que toi et qu'il y a rien qui change, et elles sont intéressantes, elles sont intéressées, elles vont te questionner toi aussi et c'est, ouais, je partage totalement ce que tu dis. Mais c'est trop bien. C'est bien de dédramatiser, de Ouais, démocratiser un petit peu ça. ouais, ouais. Et du coup, pour reboucler sur ta question d'un moment difficile, alors, enfin, il y en avait plein, il y en avait plusieurs. Je pense que le plus récent, en fait, j'hésite entre deux. Tu préfères le plus récent ou tu préfères un de quand j'étais à mes débuts? Allez, le plus récent, pour Ok, le montrer plus que récent. même encore maintenant, avec ton expérience, et ben, ça t'arrive encore. Non, mais c'était le plus récent, c'était le plus dur aussi, hein. Je crois que c'est un des Ah moments les ouais, plus durs ok, que j'ai traversé toute ma vie. C'était en septembre 2022. ok. J'étais en train d'organiser mon tout premier séminaire, donc gros événement sur 3 jours pour 400 entrepreneurs, etc. C'était la première fois que je faisais ça et déjà c'est extrêmement stressant Hmm. d'organiser un événement de cette ampleur, surtout bah, quand à côté tu continues à faire tes coachings, tes formations, à faire tourner ton business, etc. Il y avait ça et en plus je sortais de plusieurs mois d'épuisement professionnel où vraiment je sentais que je tirais sur la corde. Et en fait, quelques jours avant le début du séminaire, je me suis rendu compte que enfin, il y avait eu une accumulation de petites erreurs qui venaient de plein de personnes différentes, dont moi, parce que j'ai ma responsabilité là-dedans aussi, mais où le résultat, c'était un trou de 60 000 euros dans la trésorerie, Ok. qui était pas du tout prévu. Et en fait, à ça, il y a eu une espèce de niveau de montée de stress et de désespoir et de découragement qui mêlait comment je vais faire avec ma trésorerie, qui mêlait je suis pas une bonne gestionnaire, je suis pas une bonne chef d'entreprise, qui mêlait la pression sociale du regard extérieur des potes entrepreneurs où là chacun y va de son conseil ou de sa petite leçon de morale alors que toi tu as 3 jours de ton événement et que tu n'en peux plus et que tu es submergé. À ça venait se mêler le stress de l'événement parce que j'allais devoir prendre la parole devant 400 personnes où c'était mon événement pour la première fois de ma vie, etc. Donc, en fait, je pense que pendant les 10 jours, 5 jours avant l'événement, je ne dormais plus, j'arrivais plus à m'alimenter et j'étais dans un état. Je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire pour monter sur scène. J'étais obligée de prendre des somnifères pour dormir, ne serait-ce que 2 3 heures par nuit. Ah ouais. Et la journée, j'étais tellement fatiguée que je me levais, je tombais dans les pommes. En fait, à chaque fois, je me dans les pommes plusieurs fois par jour. Normalement, ça n'était jamais arrivé. J'étais dans un état, c'était abominable. Et en même temps, hyper excitée de ce qui s'en allait. Et en fait, je ne sais pas, Alexandra, je ne sais pas comment j'ai fait pour monter sur scène, je ne sais pas comment j'ai fait pour que, Ok. apparemment, ça ne se voit pas trop, mais c'était un des moments les plus durs de ma vie d'accumuler cette sensation d'échec, cette urgence aussi de l'événement qui arrivait, ce niveau de stress, le fait d'essayer de filtrer aussi ce que les gens voulaient dire, bien dire, donner comme conseil, pas donner, parce qu'à 5 jours de l'événement, tu changes plus rien, quoi. Tu vois, t'as plus trop de marge de manœuvre. Enfin, ça a été un moment très, très, très dur et j'ai mis du temps à m'en remettre après. Parce que du coup, il y avait un couac pour l'événement ou pas forcément en lien avec l'événement. Non, c'était pas en lien avec l'événement. Ok. Non, non. Le déroulé de l'événement n'était pas compromis. Ok. Et du coup, bah, tu nous as un petit peu dit déjà ce qui se jouait en toi, mais vraiment comment tu te sentais, comment ça se manifestait chez toi. Donc, il y avait ce manque de sommeil, cette difficulté à dormir. Ouais, c'est les symptômes du stress et des crises d'angoisse, hein. Ouais. C'était le ventre serré H24, le cœur qui battait très vite, l'impossibilité de penser à autre chose, ou même si dans ta tête et dans ton cerveau, tu sais que c'est pas grave, tu sais qu'il n'y a pas de danger de mort, tu sais que Hmm. c'est pas mortel. Enfin voilà, en fait, rationnellement, tu sais les choses, mais dans tes tripes, ton Hmm. corps ne veut pas le comprendre et ton corps Ouais. réagit comme si c'était un danger de mort Ouais. et avec des charges d'adrénaline H24 ouais, qui empêchaient de dormir. Enfin, c'était très dur émotionnellement. Et j'avais aussi, je te cache pas, un espèce de sentiment de honte qui avait été décuplé par le fait que bah, tous les potes entrepreneurs, tu sais, on essaye d'en parler autour de soi, d'avoir les feedbacks, mais en fait, je pense que j'aurais pas dû faire ça parce que j'ai eu des feedbacks, c'est ce que j'avais demandé, mais de gens qui n'avaient pas le contexte, qui n'avaient pas les clés de mon entreprise non plus, qui comprenaient pas trop. Donc chacun il y a de son petit commentaire, mais chaque commentaire me demandait de rajouter et de faire des actions en plus dans un délai imparti très très court qui était celui des quelques jours avant le séminaire. Et moi, je pouvais pas en fait, j'avais plus la bande passante, j'avais plus l'énergie, j'avais plus le ouais, l'espace mental pour faire ça. Et donc, il y a une espèce de grosse culpabilité qui s'est aussi installée, associée aussi à je suis une mauvaise gérante, j'ai mal géré mon argent. Enfin, c'était vraiment une accumulation de tout ça, quoi. Ouais.
Et tu disais que il y avait plusieurs personnes qui étaient impliquées, dont toi. Comment est-ce que tu as géré le fait que tu n'étais pas, entre guillemets, la seule responsable? Comment est-ce que tu t'es comportée face aux autres personnes? Parce que c'est vrai que quand il y a une situation difficile comme ça, on peut vouloir remettre la faute sur tout le monde et ne pas prendre la responsabilité. Comment est-ce que tu as géré ça? C'est une très bonne question. Effectivement, instinctivement, l'être humain va avoir envie de se décharger, Ouais. soit sur quelqu'un d'autre, soit même sur des circonstances extérieures qui ne maîtrisent pas. D'ailleurs, c'est pour ça, petite parenthèse, mais depuis le Covid, etc., pour cette raison-là que les business, tout ce qui est autour de la spiritualité, de la cartomancie, de l'astrologie, etc., ça explose. Parce que dire qu'on n'est pas ou peu moins responsable de notre destin parce qu'il y a des explications externes telles que des conjonctures de planètes, des choses comme euh, Mm. ça rassure de Ouais. dire c'est pas que notre faute et on n'est pas que responsable de ce qui nous arrive. Bref, je referme la parenthèse. Moi, je pars du principe que un bon manager, quand c'est une victoire séparée. C'est une victoire partagée. Quand c'est une défaite, c'est une défaite assumée. Tu vois, c'est un peu ça que je dis. Donc, en Ouais. gros, je prends sur mes épaules toutes les erreurs qui se passent au sein de mon équipe. Par contre, quand il y a des victoires, c'est partagé avec tout le monde et tout le monde est responsable et félicité pour ça. Donc, pour le cocon The Bee Boost, j'ai entièrement endossé la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Et après, il y a les quelques couacs qu'il y avait eu avec des prestataires, des choses comme ça. Bah là, on a eu une discussion. J'aurais dit, voilà, il s'est passé ça. Alors, j'ai attendu après le séminaire, parce que c'était pas le Ok. moment de mettre de la pression, le stress à des gens avant. Et après le séminaire, on a débriefé. J'ai dit, voilà, il s'est passé ça. Moi, voilà la part de responsabilité que j'estime avoir dedans. Voilà là où, ce que j'aurais pu faire pour l'éviter et tout. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment de votre côté ou qu'est-ce que j'ai oublié de demander ou qu'est-ce que j'ai oublié de préciser de mon côté qui aurait pu ne pas déboucher sur ce gros stress-là, quoi. Mm. Juste explication. Ouais, la communication, quoi. Toujours, elle est toujours reine. De toute façon, je suis persuadée que dans tout, enfin, en tant qu'entrepreneur en business, Mhm. tous les événements pas cool, les challenges qu'on rencontre, etc., on a toujours une part de responsabilité, qu'elle soit minime Mm. ou primordiale, quoi. Ouais. Et du coup, tu nous disais que tu avais mis longtemps à te remettre de tout ça. Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es remise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Ouais, quand j'ai dit longtemps, c'est bon, quelques jours, voire même quelques semaines. Maintenant, ça va mieux, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais c'est vrai qu'après le séminaire, je te jure, maintenant, ça me semble évident, mais en fait, je suis tombée malade après le séminaire, normal. Ouais. Mais pareil, malade à un moment où, enfin, un point où pendant les 10 jours qui ont suivi, dès que je me levais, j'avais la tête dans un brouillard. J'avais l'impression d'être bourrée ou d'avoir Mm. dormi que 30 minutes alors que je dormais des nuits de 10 heures. Et à tel point qu'à un moment, j'étais persuadée que je faisais de l'apnée du sommeil. Et donc, Ok. j'étais allée voir un médecin en me disant, je pense que je fais de l'apnée du sommeil parce que je me réveille tous les matins, je suis crevée, je me sens pas bien, puis j'ai ci, j'ai tel symptôme et tout. Et à un moment, la médecin, elle me demandait, mais vous travaillez combien d'heures par jour? C'était quoi votre emploi du temps récemment, etc. Donc, je commençais à lui dire, elle me dit, mais en fait, vous êtes juste en épuisement professionnel, vous n'êtes pas du tout en apnée du sommeil, vous n'êtes pas du tout en ayant le Covid, parce que moi, je dis, j'ai le Covid, j'ai mal à la tête, je tousse. Comme ça, elle dit, non, vous êtes juste épuisé, reposez-vous. Et en fait, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai pris 3 jours, s'il te plaît. 3 jours off, et après, ça allait un Ouais. peu mieux. Et je me suis dit, ah oui, en fait, je pense qu'elle avait raison, la madame. Et du coup, seulement 3 jours, ça t'a suffi de te remettre. Alors, ça, c'était ma petite histoire. Dans 3 jours, ça n'a pas suffi pour me Ah remettre, mais ouais. on va dire qu'à partir de ce moment-là, ça s'est fait progressivement. Mais je me suis vraiment rendu compte que j'avais joué avec ma Mm. santé, avec mes nerfs, avec ma santé mentale ou des choses comme ça. Donc, j'ai quand même induit. Bon, il y a eu 3 jours de repos qui étaient là pour en curatif, en fait, de ce qui s'était passé. Mais après, dans toutes les mesures préventives à mettre en place aussi, j'ai complètement changé mon style de vie. J'ai vraiment réduit mes horaires de travail parce que ce qui s'était passé, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder, je pense, un vase qui commençait à se remplir depuis très longtemps. Tu vois, c'était pas Mm. juste les 3 semaines avant le séminaire, c'était quand même 1 ou 2 ans avant où il y avait quand même une grosse charge de travail. Donc voilà, maintenant après, j'ai vraiment complètement changé mon rythme de travail, le nombre d'heures que je faisais par semaine, la pression, la charge mentale que je pouvais me mettre. Mais ça, c'est un travail enfin, ça fait plus de 6 mois que je fais ce travail-là, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les changements que tu as mis en place dans ta vie aujourd'hui pour éviter à nouveau cet épuisement professionnel? Alors, non pas que je recommande ça à tout le monde, par contre, moi, ça m'a Ouais. beaucoup aidé. Un déménagement. J'ai changé de vie. Totalement, j'ai coupé avec l'ancienne vie. Je suis allée sur un coup de tête et je suis allée m'installer dans le sud au bord de la mer. Tu vois, j'ai quitté Ça, Paris. c'était lié à cet événement? C'était pas avant? Alors, le déménagement, c'était Ah oui. avant. Mais Ouais. en fait, parce qu'avant, je savais déjà que j'étais en train d'accumuler de la Ok. fatigue. D'où le fait que je te disais que ce qui s'est passé pendant Oui. l'événement, c'était le vase qui a débordé, mais Ouais. d'un vase qui était déjà bien plein de choses avant. Donc, j'avais Ok. déjà commencé à amorcer des changements, mais apparemment pas assez vite et pas assez profondément, ce qui a fait que le vase a quand même continué à se remplir et à déborder avec le séminaire. Donc, le déménagement a quand même bien aidé. Mais sinon, ouais, je suis passée de 90 heures travaillées par semaine à 35. Tu vois, donc pour moi, c'est ce que je dis. Maintenant, aujourd'hui, je fais un mi-temps thérapeutique. C'est ce que je dis Ouais. à tout le monde à prendre au moins un jour off par semaine, où ça paraît pas beaucoup, mais
Dis-toi qu'avant, je crois que j'avais jamais pris un seul jour 100% off en Ok. 3 ans et demi, quoi. Pas de Ok. vacances, rien du tout, parce que quand t'es passionné par ton travail, t'adores ce que tu fais, t'as envie de travailler tout le temps. Mm. Euh, Commencer à ressortir plus, renouer une vie sociale, avoir des activités, des hobbies en dehors de ton entreprise, en dehors de ta passion, en dehors de ton business, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis sinon, m'obliger aussi des fois à me reposer, à me coucher tôt, retravailler mon sommeil, la qualité de mon alimentation, ma gestion du stress aussi. Enfin, en fait, c'est rien de particulièrement. Enfin, j'ai pas fait de magie, j'ai pas Mm. testé de nouvelles techniques miracles ou de nouvelles disciplines inconnues qui m'a aidé. C'est vraiment les conseils de base, mais que plutôt que de juste les savoir et les connaître, je les ai implémentés, expérimentés sur le long terme. Puis petit à petit, en ajustant les briques et tout, ça a construit un socle plutôt sain, quoi. Mm. Est-ce que tu as une technique justement parce que tu dis que c'est des choses de base que tu as tenues sur le long terme. Est-ce que tu as une technique pour tenir sur le long terme? Parce que je remarque bah, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer 2, 3 jours et puis qui vont pas forcément voir de résultats assez vite et puis du coup qui vont laisser tomber et puis qui vont réessayer plus tard mais qui vont pas finalement tenir assez longtemps pour voir les bénéfices. Alors, ce qui a fonctionné pour moi, parce que moi j'étais du genre, tu vois, comme quand on fait un régime, on change ses habitudes de vie du jour au lendemain. On veut tout changer, hein. Ouais. J'arrête l'alcool, j'arrête le sucre, je change d'alimentation, je mange tel légume que j'aime jamais manger ma vie, je vais dormir 8 heures par nuit alors qu'avant j'en dormais 6, je ne bois plus de café après 14 heures. Enfin, on a envie de tout changer d'un coup en mode nouveau départ. Et en fait, ça, chez moi, ça n'a jamais fonctionné. Et ce qui a vraiment fonctionné, c'était des toutes petites actions, des tout petits changements où je n'enlevais rien de ma vie, mais j'ajoutais des nouvelles habitudes et une par une. Mais des trucs microscopiques. Par exemple, moi, je me suis fait beaucoup aussi accompagner en naturopathie pour travailler sur toutes ces questions-là, etc., parce que je suis très penchée médecine alternative. Et une des premières habitudes que j'ai rajoutées, sans rien changer d'autre, c'est par exemple la tisane de romarin tous les soirs à la fin de la journée, avec la petite bouillotte sur le foie pour faciliter la digestion, etc., et une tisane de menthe verte le matin. Donc, elle m'a dit, le reste du temps, tu changes rien d'autre, juste ça. Et une fois que ça, c'était ancré, ok, bah là, on a ajouté tel complément alimentaire pour la gestion du stress, des émotions, plantes adaptogènes, etc. Et voilà. Et après, petit à petit, en fait, on rajoute des habitudes saines et presque naturellement, du coup, pour faire de la place pour ces nouvelles habitudes saines, on enlève des habitudes qui l'étaient un petit peu moins. Mm. Et donc, en fait, j'ai pas eu l'impression de devoir tout changer du jour au lendemain. C'est juste d'implémenter les nouvelles petites habitudes qui, bah, plutôt que de boire une tisane normale le soir, je buvais ma tisane de romarin. En fait, ça m'a rien coûté comme changement. J'ai même trouvé ça agréable. Et en fait, c'est ça qui a aidé à bouger au fur et à mesure. Puis après, quand tu commences à voir les transformations que ça génère sur ton corps, sur ton bien-être, sur ta santé, ton moral, etc., bah, en fait, ça devient. Enfin, la question ne se pose même plus, quoi. Tu te sens tellement bien que tu n'as qu'une envie, c'est de continuer. Mm. Et du coup, tu nous parlais bah, finalement que tu t'es fait accompagner. Est-ce que pour toi, ça a été important et ça a vraiment créé un impact supplémentaire ou est-ce que tu penses que tu aurais pu y arriver toute seule? Je pense qu'on peut toujours y arriver tout seul, mais je ne sais pas à quel prix, ni dans quel délai. Là, j'étais vraiment dans une situation un petit peu d'urgence où je me suis dit, je sens que j'ai atteint un point de non-retour, j'ai besoin de changement et j'ai besoin de changement relativement rapide. Je peux le faire toute seule, je me fais pas confiance. Et donc, non, mais clairement, tu vois. Et donc, je me suis dit, ça sera quand même plus efficace, plus simple aussi et plus rapide de travailler avec quelqu'un qui va m'aider. Et puis, même moi, je vais me sentir du coup plus impliquée parce que je vais avoir des comptes à rendre à quelqu'un tous les 15 jours, même si c'est juste d'avoir bu ma tisane le soir, tu vois. Ça m'a aidé. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'était important pour moi, dans le contexte Ouais. des événements, de me faire accompagner. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent pour surmonter un peu cette situation que tu as vécue? Alors, dans cette fameuse situation de vraiment de trop de charge mentale, un espèce de trop-plein qui a débordé d'un coup, etc., qui a été une période un petit peu critique, je pense que la chose qui m'a vraiment aidée, c'est de faire autre chose, en fait. C'est de trouver d'autres occupations. Parce qu'en fait, on sous-estime le fait que même quelque chose qui nous plaît, même quelque chose qui nous passionne, ou même quelque chose qui est hyper important pour nous. Par exemple, tu vois, je pense beaucoup, parce que j'en ai aussi parmi mes coachés aux mamans qui sont amoureuses de leur famille, qui aiment leurs enfants de tout leur cœur, etc. Mais ça leur prend quand même une charge mentale, un temps et une bande passante de dingue. Et on a beau aimer sa famille de tout son cœur, parfois c'est trop, quoi. Et en fait, moi, le fait de trouver autre chose à faire de ma vie, même en dehors de quelque chose qui me passionnait, qui me prenait déjà beaucoup de temps, ça m'a aidé en fait à avoir une vraie soupape une respiration en fait, une soupape de sécurité où après, du coup, ça a pu équilibrer un petit peu mon niveau de stress, de charge mentale, etc. Donc, c'est vraiment faire une énorme place, parce que pour moi, c'était énorme, hein, 2-3 heures par jour, là où avant, il y en avait zéro. Une énorme place
au loisir, à des moments pour moi, à des moments pour respirer, pour juste couper le plus possible avec la situation qui générait ce trop plein d'émotions chez moi. Même si cette situation était une situation que j'aimais. Et ça n'entraînait pas de culpabilité chez toi? Non, parce que j'étais vraiment dans une situation où je Ouais. sais que j'ai pas le choix, quoi. Enfin, Ouais. Est-ce que tu aurais aimé mettre ça en place avant, du coup, pour éviter d'arriver à ce trop-plein et à devoir entraîner des changements plus importants plus rapidement? oui, non. Alors j'aimerais te dire oui parce que la bonne pensée, le bien-pensant aimerait dire oui, il faut être en prévention, nanana, nanana. Mais en même temps, je me dis déjà, jamais, je connais mon caractère, jamais de la vie, je fais les choses en prévention, en fait. Ouais. C'est pas moi, j'ai besoin. T'as beau me dire, attention, la paroi de la cheminée est chaude, ça brûle. Moi, tant que j'aurais pas posé les deux mains dessus, je ne te croirais pas, quoi. Donc, ça, Ouais. c'est la première chose. Et ensuite, évidemment qu'aujourd'hui, je vois même aujourd'hui les effets secondaires, c'est-à-dire que même plus de 6 mois après, je sens bah, que mon énergie n'est pas la même qu'avant, que je me fatigue beaucoup plus vite, etc. Mais je me dis, en fait, mon entreprise et mon projet auraient jamais grossi aussi rapidement si dès le début j'avais été en mode je travaille que 35 heures par Ouais. semaine. J'aurais pas eu les résultats que j'ai aujourd'hui, dont je suis très fière. Donc je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant ah ouais, si c'était à recommencer, je le ferais tout différemment parce que en vrai de vrai, je pense que je le ferais peut-être pas pareil, mais quasi pareil. Ok, super intéressant ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est du coup une journée type pour toi aujourd'hui? Une journée type pour moi aujourd'hui, en pratique, en théorie. On va faire la pratique hein, pour de vrai. Allez, comme ça, on enlève parce que je te dirais bien, oui, tous les jours, je me lève à 6h30, je vais faire mon jogging, après je bois mon smoothie et tout. Oui, mais ça, c'est un jour par semaine, tu vois, quand je m'y tiens. Ouais, ouais, ouais. Non, non, la vraie réalité, c'est que généralement, mon réveil, là, on est en été, donc moi, je suis assez alignée avec les horaires du jour. En hiver, je dors un petit peu plus, mais en été, j'aime bien me lever très tôt. Enfin, je me réveille naturellement très tôt, donc généralement, vers 6h, 6h30, j'ouvre les yeux. Après, le matin, c'est un peu d'étirement, un peu de yoga, ça m'aide énormément en termes d'énergie dans la journée, je m'en suis rendu compte. Je déteste, Alexandra, je déteste faire ça, je déteste faire du yoga, je déteste m'étirer le matin, mais ça me donne une telle énergie, un tel alignement après, une telle sérénité, en fait, pour le reste de la journée que je le fais quand même, tu vois. C'est comme des aliments que tu détestes, mais tu vois que ça te fait du bien. Ouais, Ou des ouais, ouais, mais médicaments. donc tu t'y tiens parce que tu sais que derrière ça va te faire du bien finalement. Ouais. Je vois tellement une différence sur la manière dont se passe toute ma journée quand je passe 15 minutes le matin à faire yoga étirement que je l'ai fait, même si je hais ça, tu vois. Je préférais Ouais. passer 15 minutes de plus dans mon lit. Donc, je fais ça. Ensuite, généralement, je vais prendre ma douche, etc. Petit-déj, moi, je mange salé au petit-déj, mais genre, je sais pas, je fais des soupes, je fais de la salade, Ah ouais, voilà. ok. Ouais, Non, et c'est pas petit-déj en mode avocat, brouillé, bacon. Non, non, c'est ouais, ouais. du vrai petit-déj. Mais, euh, mais pareil, tu vois, je me suis rendu compte que petit-déj salé le matin, ça me correspondait mieux que du sucré ou que de pas de petit-déj. Pas de petit-déj du tout. Et après, généralement, je vais au bureau. J'ai la chance d'avoir des bureaux qui sont plus chez moi. Je travaille plus depuis chez moi depuis 1 an maintenant. Donc, je vais au bureau, je travaille après toute la journée. Maintenant, j'ai des horaires qui sont relativement similaires ou qu'on pourrait assimiler à des horaires de salariés. C'est-à-dire que je fais ouais, 9h, 17h ou 9h, 18h, une demi-heure, 1 heure de pause de midi pour manger. Et puis après, le soir, soit je vois des amis, soit je vais faire du patin parce que c'était mon nouveau hobby, etc. Soit je sors, enfin. Ou alors, des fois, je suis chez moi et j'essaie de me coucher très très tôt quand je regarde pas trop Netflix. Tu vois. Donc toi aussi tu regardes Netflix, déculpabilise-nous. Mais je regarde beaucoup Netflix, franchement. Beaucoup, beaucoup. Enfin, je regarde énormément, par exemple, quand je mange ou. Ok, Ouais, ça, c'est pas très bien de manger devant les écrans, mais je le fais. oui c'est vrai. Est-ce que tu lis? C'est Je une lis question énormément. curieuse. Ok. Beaucoup quand je suis dans les transports et le soir aussi avant de dormir. Pareil, j'essaye de pas être sur les écrans jusqu'au moment de l'endormissement. Donc, ouais, je dois lire une cinquantaine de bouquins par an à peu près. Hmm. Et bah, tu parles des écrans. Comment est-ce que tu gères? J'ai l'impression que mon podcast part dans tous les sens, mais c'est pas Non, mais grave. c'est bien, on est en train de faire un podcast sur l'hygiène de vie, ça me Ouais, plaît. ouais, ouais. Je suis pas parfaite, mais j'ai testé tellement de trucs que je vais pouvoir faire du retour d'expérience, tu vois. Comment est-ce que tu gères bah, du coup les réseaux sociaux? Parce que finalement, ça prend quand même beaucoup de place dans Ah ta ouais. vie puisque c'est ta com. Mais comment est-ce que tu gères ça? Ça m'intéresse vraiment. En fait, il y a deux utilisations des réseaux sociaux. Il y a l'utilisation professionnelle, c'est-à-dire moi, animer le compte Instagram, répondre aux DM, poster du Hmm. contenu, etc. Et l'utilisation personnelle. Donc, poster bah, comme tout le monde en a, tu vois. Et en fait, moi, il faut savoir que j'ai aucune utilisation personnelle des réseaux sociaux parce que ça me saoule déjà tellement d'y être pour le business Ouais. qu'après, j'ai pas envie d'être sur mon Instagram perso. Je crois que mon Instagram perso, je dois poster 1 fois par an, quoi, tu vois. Et je sais pas, je vais jamais lire mes messages, j'ai même pas les notifications dessus. Je suis quasiment sur aucun autre réseau social. Euh,
Juste d'un point de vue du coup professionnel, parce que là pour le coup j'y suis peut-être 3-4 heures par jour pour répondre aux messages, etc. J'ai longtemps tout fait toute seule. Aujourd'hui j'ai quand même une équipe derrière qui m'aide à créer du contenu, qui m'aide à le poster. Et là depuis aujourd'hui officiellement, jour d'enregistrement de ce podcast, j'ai quelqu'un qui vient de jumper avec moi pour m'aider avec les messages privés parce que j'arrive plus à répondre à tout le monde non plus. Donc elle traite les demandes les plus récurrentes ou qui n'ont pas besoin d'être répondues par moi personnellement pour me soulager un petit peu de temps. Et par contre, je suis une grande addict à TikTok, où là, je pense que j'y dois passer, franchement, à bout au moins 1 heure par jour, à titre Ok, perso. ok. Euh, et du coup, comment tu cales ça? Alors, pas TikTok, hein, du coup, mais plutôt le côté Instagram. Comment tu cales ça dans ta journée? Parce que c'est un peu une obligation que tu as. Parce que comme tu dis, c'est professionnel, c'est pour répondre à ta communauté ou pour poster des stories, pour animer tout ça. Comment, enfin, où est-ce que tu le mets dans ta journée? Est-ce que tu y vas direct le matin en te réveillant? Est-ce que tu évites ça? Non, j'y vais jamais direct le matin en me réveillant. Ça, pour moi, en fait, c'est tellement associé à du boulot Ouais. que ça fait longtemps que j'allume plus. Enfin, au début, je le faisais beaucoup, hein, au début de The Boost, direct le matin, ah, c'est qui m'a écrit les messages, les machins, je prenais le temps et tout. Maintenant, non, non, pour moi, c'est associé au boulot et de la même manière que je relève pas mes mails en me réveillant le matin, je relève pas mes messages sur les réseaux, je relève mon WhatsApp perso, mais c'est tout. Alors, pareil, il y a la théorie et la pratique. En théorie, j'ai un créneau booké dans mon agenda sur lequel je suis censée aller consulter mon Instagram, mes mails, etc., répondre et tout. En pratique, tous les matins, moi, j'ai 30 minutes à pied pour aller au bureau et 30 minutes à pied pour revenir. Et en fait, je me sers de ces 30 minutes pour répondre à tous mes DM. Et généralement, je fais des vocaux. Donc, c'est pour ça, si vous m'envoyez des messages sur Insta et que je vous fais des vocaux et que je suis essoufflée, c'est parce que je suis en train de marcher pour aller ou rentrer du bureau. Donc, là, j'optimise un petit peu ce temps-là. Puis sinon, entre chaque grosse tâche de ma journée, des fois, j'allume Instagram, puis je vois 5-6 messages, je réponds aux 5-6 messages, je fais des petits vocaux aussi, ou je tape 2-3 mots. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt, on va dire, j'optimise les petits bouts de temps que j'ai. Je Hmm. dis aussi souvent que, pareil, quand je suis sur les toilettes et tout, j'en profite, hein, comme, comme beaucoup de gens. Et voilà. Ok, top. Du coup, si tu avais un conseil à donner aux auditrices qui nous écoutent et qui se sentent submergées, qui traversent une phase d'épuisement, finalement, tant professionnel que personnel, parce que je pense que, bah, comme tu disais tout à l'heure, les mamans, dans leur quotidien avec leur famille, tout ça, c'est plus le côté perso, mais je pense qu'il y a un moment donné, tu peux être en épuisement aussi. Ce serait quoi ce conseil que tu pourrais leur donner? Hmm. Euh, Alors, du coup, je suis pas spécialiste. Moi, j'ai juste donné mon conseil de quelqu'un Ouais, qui est passé par là il y a pas si longtemps que ouais, ça. ouais. Et d'ailleurs, spéciale dédicace à toutes les mamans, hein. Je sais pas comment elles font pour tout gérer. Moi, je vois des mamans Hmm. qui sont salariées et entrepreneurs et avec des gosses. Et je dis, mais comment elles font, quoi? Ouais. Déjà, moi, avec un business, je m'en suis pas sortie. Je pense que le premier conseil, c'est de pas attendre le point de rupture en fait parce que quand on parle d'épuisement professionnel ou quand on parle de burn-out, moi la première je me disais non mais ça arrive aux autres, ça m'arrive pas à moi, puis de toute façon ça concerne pas les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Spoiler alerte, si. Et en fait on a tendance à se sentir un petit peu super woman et à pas Hmm. détecter les symptômes. Et en fait je pense que moi le red flag numéro un auquel j'aurais dû prêter attention, c'était mon entourage. Mon entourage, les 6 mois qui ont précédé la période un peu critique dont on a parlé, m'ont beaucoup fait ce retour de attention, tu travailles trop, attention, l'épuisement. Et même moi, j'avais des signaux dans mon quotidien. J'oubliais des rendez-vous. Je n'oublie jamais de rendez-vous, mais là, j'oubliais des rendez-vous. Ou alors, il y a des personnes, j'avais du mal à me souvenir de, pas de qui c'était, mais de quelles étaient les conversations qu'on avait déjà eues, etc. Et vraiment, je sentais des erreurs d'inattention assez marquées qui ne m'arrivaient jamais. Et en fait, si j'avais prêté attention aux dires de mon entourage, parce que généralement, eux, ils voient les choses avant nous, parce qu'ils ont ce regard extérieur, ils n'ont pas le nez dans le guidon. Et puis aux petits signaux de attention, Saline, c'est pas habituel dans ton fonctionnement, dans ton quotidien, dans tes habitudes. J'aurais pu mettre le haut là trop vite. Après, les faits étant que bah, j'ai aussi vu ça et j'ai fait le choix de ne pas écouter ces signaux parce que je disais non, pas moi, non, non, non. Et j'ai attendu trop tard. Donc, si jamais il y a des personnes qui arrivent à se dire et avoir plus de maturité que moi et à se dire, OK, je sens que là, il y a des signaux auxquels il faut que je prête attention. Il ne faut pas attendre en fait d'être au bout de la corde Hmm. parce que une fois qu'on a trop tiré, que la corde a craqué, faut vraiment voir ça, c'est comme un élastique, hein. À chaque fois que Ouais. tu tires, t'as des petites fibres qui se détachent, au bout d'un moment, l'élastique il craque. Si tu attends que l'élastique a craqué, tu peux mettre des mois, voire même des années pour certaines personnes qui ont fait des burn-out, des épuisements pour t'en remettre. Si tu es dans la prévention et que tu t'en rends compte avant que l'élastique craque, en quelques jours ou quelques semaines de petites modifications dans le quotidien, on peut en fait très bien anticiper et Hmm. éviter le mur, quoi. Ouais. C'est dingue parce que je trouve que l'entourage, c'est quand même hyper puissant et c'est Mm, très mm. rare finalement qu'on arrive à l'écouter et à prendre en compte ce qu'ils nous font comme retour en fait.
Bah, en fait, souvent, on dit oui, il faut pas écouter son entourage tout le temps, ils savent pas. Enfin, beaucoup dans l'entrepreneuriat, on est énormément à dire attention à ce que vous dit votre entourage quand ils vous disent de pas y aller parce qu'ils ont peur pour vous, etc. Mais il y a des choses, je pense, sur le domaine de la santé et du bien-être où là, ça vaut le coup d'écouter l'entourage. De la même manière que ça vaut le coup d'écouter l'entourage sur les relations amoureuses. Quand les copines, elles disent attention, ce mec, il craint, généralement, elles ont raison, quoi. C'est Tu vois? exactement à ça que je pensais, moi, quand je te disais ça. Bah, je pense que relations amoureuses et santé, bien-être, on Ouais, peut faire confiance à l'entourage et qu'il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles c'est moins pertinent. Mais oui. en tout cas, la santé, le bien-être, je pense qu'on peut faire Ouais. confiance au regard extérieur, voire même pour qu'ils puissent voir des choses que nous-mêmes, on ne voit pas à propos de nous. Ouais, ouais, ouais. Surtout que, comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est souvent quelque chose qui fait peur. Et si ton entourage n'est pas dans l'entrepreneuriat, en effet, les Exactement. conseils sont pas forcément adaptés. Moi, je vois avec mes parents, du coup, qui sont pas du tout là-dedans. Et encore pire, ma mère a déposé le bilan de l'entreprise familiale, donc elle est vraiment contre tout ça. Mais je peux pas écouter leurs conseils, entre guillemets, malheureusement, parce que je sais que eux, c'est quelque chose qui leur fait très peur. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais en effet, tout ce qui est relations amoureuses, pour le coup, santé, Ça bien-être, trompe c'est pas. plus adapté, ouais. Bah, comme on dit souvent, le rôle de l'entourage, mais surtout des parents, c'est la sécurité de leur enfant, pas leur Ouais, bonheur, mais la sécurité. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils vont dire non, l'entrepreneuriat n'y va pas parce que pour eux, c'est synonyme d'insécurité. ouais. Par contre, tout ce qui est ton bien-être, ta santé, tes relations amoureuses, ça aussi traite ta sécurité. Donc là, il y a moins de filtres en fait. Hmm. Ouais, carrément. Top, et ben on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les femmes qui nous ont écoutés, ou les hommes d'ailleurs, hein, peut-être qu'il y en a, peuvent te retrouver? Et on fait des dédicace au mec au fond de la salle. Voilà. Alors, très simple, le plus simple pour retrouver et après retrouver aussi toutes les ressources, c'est mon compte Instagram. C'est là où je suis la plus active, donc c'est @thebeboost. Et puis voilà. On Top. va garder les choses très claires. Ouais, je mettrai le lien de toute façon dans la description. En tout cas, je te remercie pour ce moment d'échange. C'était super et c'était hyper riche du coup en conseils par rapport à ton expérience. Je suis ravie d'avoir pu enregistrer cet épisode avec toi. Merci beaucoup, Aline. Mais merci à toi, Alexandra, c'était trop cool et merci à tous ceux qui nous ont écoutés.